À la une de cette édition, les rapports de performance des sociétés d'État au titre de l'année 2020. 21 sociétés sont à la barre, des sociétés qui ont enregistré une baisse des chiffres d'affaires de l'ordre de 0,34%. La situation complète en ouverture de journal. Dans ce journal également, le plaidoyer pour la participation effective et active des personnes vivant avec un handicap au processus électoral au Burkina. Faire d'elles des électeurs et surtout des personnes éligibles. Le combat est mené par l'ONG Life Forward qui est allé faire le plaidoyer auprès de la CENI. Guillaume Soro et ses co-accusés désormais situés sur leur sort. L'ancien Premier ministre et président de l'Assemblée nationale écope de la prison à vie. Un règlement de compte dénonce Guillaume Soro. Bonjour et merci de nous recevoir chez vous. Ouverture ce matin de la 29e session de l'Assemblée générale des sociétés d'État. Une rencontre qui va pencher sur les rapports de performance des 18 sociétés d'État et 3 établissements de prévoyance sociale. D'ores et déjà, l'on apprend que les chiffres d'affaires étaient en baisse au titre de l'année 2020. Crise sécuritaire et sanitaire sont passées par là. Gérard Somé et Maïmouna Traoré. 22 entreprises étaient attendues ce matin, mais 21 sont présentes. Le laboratoire national du bâtiment et des travaux publics ne prend pas part à l'évaluation pour non-tenue de sa session d'arrêt des comptes dans les délais réglementaires. Le rapport d'analyse de performance des 18 sociétés d'État et des 3 établissements publics de prévoyance sociale fait ressortir une dégradation d'ensemble de leur solde de gestion avec 3 sociétés déficitaires. L'Agence d'exécution des travaux d'eau et d'équipement rural, la Caisse nationale d'assurance maladie universelle et la Société de gestion de l'équipement et de la maintenance biomédicale. 3 autres sociétés, la Sonabi, la Lonabé et la Sonature, ont connu une baisse de leur volume d'activité et de leur chiffre d'affaires. L'excédent brut d'exploitation de nos sociétés d'État, qui mesure leur performance, s'est détérioré en passant de 142,101 milliards de francs CFA en 2019 à 124,95 milliards de francs CFA en 2020, soit une baisse de 18,6 milliards de francs CFA. Cette baisse traduit une contre-performance économique des sociétés d'État en 2020. 2020 a été une année qui a été fortement impactée par la maladie à coronavirus, mais aussi par le fait que nous avons donc des défis sécuritaires à relever, ce qui forcément joue sur l'activité économique au plan national et clairement aussi au niveau donc des sociétés d'État. Malgré tout, l'Assemblée générale note des motifs de satisfaction car le résultat net global des 21 entreprises connaît une hausse de 2,590 milliards par rapport à celui de 2019. Convaincus de l'importance que revêtent les entreprises publiques pour notre économie, nous nous devons de réagir vigoureusement pour augmenter la résilience de nos sociétés face aux chocs exogènes si nous ne voulons pas laisser à la postérité l'image de responsables qui ont contribué à la dégradation de notre patrimoine collectif. Nous devons donc continuer d'impulser à nos entreprises publiques le dynamisme nécessaire à l'amélioration de leurs résultats. Le Premier ministre exhorte les responsables de ces sociétés à faire preuve de dynamisme et de rigueur dans leur gestion, à cultiver l'esprit d'innovation et à développer des initiatives pour s'adapter à la conjoncture économique peu favorable aux activités de bon nombre d'entre elles. Cap sur Dori, où 17 communes frontalières du Burkina, du Mali et du Niger sont à la recherche de solutions mutuellement acceptables pour une fluidité de la transhumance dans l'espace des 3 frontières. La rencontre permet également de vulgariser la réglementation en la matière au sein de l'espace CEDEAO de Dori. Le reportage de Inoussa Kéré et Pinidie Nyanou. Les mouvements de transhumance aux 3 frontières, Burkina Faso, Niger, Mali, sont marqués par des tracasseries administratives, de graves incidents dans les zones d'accueil liés au non-respect des réglementations nationales et régionales.
Cet atelier de Dori, qui réunit les maires de Tillabéri au Niger et du Sahel au Burkina, sert de cadre donc pour ses participants de trouver des solutions à ces goulots d'étranglement qui entravent la fluidité de cette transhumance. C'est ce qui nous a amené, en tant qu'organisation d'éleveurs, affiliée au réseau Bilital Marob et RBM, à initier une réflexion avec les cadres de concertation fonctionnelle au niveau des zones frontalières, donc à s'appuyer sur le groupement local des communes transfrontalières Tillabéri au Niger et du Sahel au Burkina, pour qu'ensemble on puisse trouver des pistes et des voies, des moyens également à résoudre ce problème de mobilité pastorale. Ainsi, les actions collectives à prendre en faveur des textes, le règlement sous-régional, comment agir et s'informer face aux difficultés sont les points abordés à cette rencontre. Nous serons outillés par rapport aux textes et nous allons quand même les utiliser au niveau de notre espace. Parce que vous savez que l'espace, c'est l'espace du Sahel, c'est le pastoralisme qui est quand même au premier niveau du développement local. Et nous pensons que si tous les acteurs de la transhumance sont outillés par ce texte, on pense que pouvoir régler certains conflits ou bien pouvoir les diminuer, afin que cette activité qui est le pastoralisme aujourd'hui, qui est une des activités phares du Sahel, puisse se mener dans de bonnes conditions. L'atelier a été organisé dans le cadre du projet Résilience et cohésion sociale des communautés de l'Iptako-Gourma. Le Burkina, le Mali et le Niger, zone de mise en œuvre d'un autre projet, le projet Commerce transfrontalier pour la consolidation de la paix dans la région du Liptako-Gourma. Les acteurs concernés étaient réunis à Kaya pour s'approprier le projet, mais aussi déterminer les contenus et identifier les communes de mise en œuvre. Un projet financé par le gouvernement nippon à hauteur de plus d'1,250 milliard de francs CFA. Le compte rendu de Martin Ouedraogo et Jacques Ouedraogo. C'est un projet pour accroître la résilience des populations affectées par la crise sécuritaire et sanitaire dans les pays membres de l'Iptako-Gourma. Le projet Commerce pour la paix dans les pays frontaliers de l'Iptako-Gourma vise à faciliter la reprise socio-économique post-Covid-19 des communautés des trois pays, d'où la tenue de cet atelier national de consultation des parties prenantes et de programmation de la mise en œuvre du dit projet. C'est la raison pour laquelle le PNUD, en partenariat avec le gouvernement du Japon et les gouvernements du Burkina Faso, du Niger et du Mali, nous avons pensé qu'il était important de réfléchir sur une expérience qui pourrait les aider justement à se relever de ces nombreux défis. Cet atelier servira donc de cadre pour l'identification des communes d'intervention, des activités à mener et la programmation de la mise en œuvre du projet avec les acteurs nationaux. Ce projet sous-régional va mettre l'accent sur le commerce et la cohésion sociale. Le premier aspect, c'est vraiment le relèvement socio-économique à travers un certain nombre d'initiatives de renforcement des capacités, d'initiatives économiques et commerciales. Le deuxième volet est tout ce qui est lié justement à la consolidation de la paix et la construction d'une cohésion sociale. D'un coût d'environ 1,250 milliard de francs CFA, ce projet sous-régional et transfrontalier est financé par le gouvernement japonais et concerne le Burkina Faso, le Mali et le Niger. Au Burkina Faso, le projet vise la zone qui fait frontière avec la région de Ménaka au Mali et Tillabéri au Niger, des régions entre lesquelles le commerce transfrontalier est historique. On en vient à ce plaidoyer mené par l'ONG Light Forward, plaidoyer qui vise à faire des personnes vivant avec un handicap des électeurs, mais aussi et surtout des personnes éligibles. Message porté ce matin à la CENI. Précision avec Roger Kam et Abdelaziz Yagibou. Dans ce guide, des arguments et dispositions pour une participation effective des personnes vivant avec un handicap au processus électoral au Burkina. En tant que citoyens jouissant pleinement de leurs droits civiques, ces personnes, par le truchement de l'ONG Light for the World International, plaident auprès du président de la Commission électorale nationale indépendante et de la ministre en charge de l'action humanitaire pour leur participation active à la gestion de la cité.
comme arme pour s'insérer désormais massivement dans les listes électorales et être éligible, cette frange de la population brandit les dispositions juridiques nationales et internationales. Avec le ministère en charge de la question du handicap, nous nous sommes engagés pour élaborer un plaidoyer au niveau national qui va toucher l'ensemble des secteurs pour que dans le futur, ils puissent avoir une pleine participation des personnes handicapées au processus électoral au Burkina Faso. Démarche saluée par les premiers responsables de la CENI et du ministère en charge de la solidarité nationale pour lesquels le Burkina est résolument engagé à œuvrer à la protection et la promotion des droits des personnes handicapées et ce, conformément aux exigences des Nations Unies. La CENI a mis beaucoup de mesures en place pour la participation des personnes handicapées, mais il est bon de l'améliorer. Nous avons une écoute attentive et surtout le président s'est engagé déjà à travailler pour améliorer les conditions des personnes handicapées dans le processus électoral. Ce n'est pas parce qu'on vit avec un handicap qu'on est handicapé pour diriger un pays ou pour diriger évidemment une société. Donc il faut faire un mixte. Permettre donc de façon inclusive à cette frange de la population de pouvoir évidemment être totalement inclus dans le processus électoral en tant qu'électeurs et aussi éligibles si telle est leur volonté. S'appuyant sur ce guide élaboré avec l'appui de l'ONG Light for the Well International, les travaux de cette session de plaidoyer devraient aider à faire un bond en avant vers un Burkina où personne n'est laissé pour compte. L'émergence d'une société burkinabé plus juste, plus résiliente et plus démocratique, c'est la nouvelle vision du secrétariat permanent des organisations non gouvernementales SPONG, vision réaffirmée ce matin au cours de son assemblée générale. Au menu, le bilan des activités de 2020 et l'examen de nouvelles adhésions. Daouda Ouattara et Moussissi. 47 ans après sa création, le secrétariat permanent des organisations non gouvernementales SPONG est toujours sollicité au regard du contexte sécuritaire, sanitaire et humanitaire difficile que connaît le Burkina Faso. Et cette 46e Assemblée générale ordinaire sera mise à profit pour faire le bilan des actions de ces ONG et associations de développement au cours de l'année 2020. Et ce que nous avons fait au niveau du SPONG, c'est de renforcer et de nous organiser pour mettre en place des unités de coordination régionale dans 6 régions du Burkina Faso. Nous avons également revu la vision du SPONG. En plus, un plan stratégique décennal de communication et de mobilisation de ressources est élaboré. Depuis sa création, le SPONG est un partenaire privilégié de l'État burkinabé. Nous travaillons quotidiennement en partenariat dans le cadre de la mise en œuvre, vous avez constaté, du plan national de développement économique et social. Et vous n'êtes pas sans savoir que dans le cadre de l'élaboration du nouveau référentiel de développement, ces ONG et ces associations de développement ont fortement contribué. Le SPONG compte 256 ONG et associations de développement. Et à cette Assemblée générale ordinaire, la structure va accueillir de nouveaux membres. Lutte contre le terrorisme à présent et je vous invite à découvrir la proposition de l'écrivain-chercheur Sylvain Salga pour venir à bout du phénomène. Sa proposition dite effort civil en 2 étapes met au cœur de l'action les populations civiles. Il a dévoilé un pan de cette stratégie aux hommes de médias ce 22 juin et nous en savons plus avec Jean-Eudes Bayala et Issa Kanana. Aider à lutter contre le terrorisme et à la sécurisation du Burkina Faso, c'est tout l'enjeu du plan OBA. Un plan qui, selon son concepteur, met en lumière un processus de sortie de crise totale du pays. Face à la presse, les forces ou encore les forces civiles dit être une coalition de compétences et actions civiles. Par la voix de son représentant, elle déroule ici les stratégies concrètes pour éradiquer le terrorisme hors du Burkina. Il y a des jeunes génies qu'on peut amener. Il y a des gens qui peuvent, par la télédétection, par l'informatique, par les applications, par les drones à distance, contribuer, permettre à l'armée de connaître certaines choses avant. Donc l'effort scientifique et technologique a pour objet de proposer des solutions techniques. On ne peut pas rejeter la faute totalement aux soldats ou bien aux militaires. C'est vrai,
il y a un effort militaire qui manque aussi, ça il faut le reconnaître. Il y a un effort du civil qui essaie de faire tout pour renseigner, etc. Mais ça ne suffit pas. Le plan Obar ainsi lancé se présente en 2 phases, celle militaire et ensuite civile. Pour question sécuritaire, selon les conférenciers, c'est uniquement la question civile qui est ici divulguée. Un plan décliné en plusieurs axes. Il faut inciter la population à plus d'engagement pour le service militaire, accompagner les soldats d'une manière ou d'une autre. Et en plus, on a maintenant l'effort de diplomatie, de collaboration transfrontalière. Le plan Obar a pour mission de matérialiser fortement et clairement l'implication civile dans la guerre contre l'IR terroriste. Et son concepteur d'inviter chaque Burkinabé à apporter sa pierre à l'effort de guerre nationale afin de venir à bout du terrorisme. En actualité internationale, Guillaume Soro et ses co-accusés sont désormais situés sur leur peine. L'ancien Premier ministre et président de l'Assemblée nationale est condamné à la prison à vie. Il dénonce un règlement de compte. Le verdict est tombé pour Guillaume Soro. L'ancien Premier ministre de Côte d'Ivoire et ex-chef rebelle vient d'être condamné à la prison à perpétuité. Il était jugé pour atteinte à la sûreté de l'État pour des faits commis fin 2019. Au terme d'un procès débuté le 19 mai dernier, le tribunal criminel d'Abidjan a suivi les réquisitions du parquet pour Guillaume Soro, mais aussi pour les principaux autres accusés. Souleymane Kamagaté, son ex-chef du protocole, Touré Moussa, son ancien chef de la communication, et Afoussi Bamba, ancienne ministre, ont tous les 3 été condamnés à 20 ans de prison. Par ailleurs, 2 des frères de Guillaume Soro ainsi que son ancien bras droit, Alain Lobognon, ont été condamnés à 17 mois de prison pour trouble à l'ordre public. Et ce n'est pas tout, la Cour a également ordonné la confiscation des biens de Guillaume Soro ainsi que la dissolution de son mouvement GPS. L'ex-premier ministre était accusé d'avoir fomenté une insurrection civile et militaire visant à renverser le pouvoir lors de son retour avorté en Côte d'Ivoire en décembre 2019, quelques mois avant la présidentielle d'octobre 2020. Depuis, Guillaume Soro, 49 ans, vit en exil. Ce verdict fait la une des quotidiens burkinabés dans leur parution du jour. La presse nationale s'est aussi et surtout intéressée à la situation sécuritaire nationale, sujet dominant du Conseil des ministres d'hier. La lecture croisée de Vincent Kendribiogo. Terrorisme au Burkina Faso, nos enfants et nos femmes nous attaquent et nous tuent. Les dernières informations données par le porte-parole du gouvernement sur l'attaque de Solhan est commentée par l'Express du Faso. Ainsi donc, les assaillants de Solhan étaient des enfants de 12 à 14 ans et avec eux des femmes qui indiquaient les concessions à attaquer. Difficile d'admettre que des zones entières soient sous le contrôle de groupes terroristes, selon le journal, qui ajoute que c'est un impératif de repartir à l'assaut des terroristes qui gagnent de plus en plus de terrain. Nous sommes dans une dynamique de guerre, assurance faite par le porte-parole du gouvernement au sortir du Conseil des ministres, qui évoque également un exploit des forces de défense et de sécurité qui ont réussi à arrêter un suspect qui était recherché après l'attaque de Solhan. Pendant que les ministres concernés reçoivent des instructions du président du Faso de poursuivre les enquêtes afin que les coupables soient châtiés à la hauteur de leur forfait. Prison à vie ou l'enterrement politique de première classe pour Guillaume Soro. Cette actualité en Côte d'Ivoire fait la une de l'Observateur Palaga. Le tribunal criminel d'Abidjan a été impitoyable dans sa sentence en condamnant l'ex-premier ministre et ex-président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire à la perpétuité. On a bien peur pour Soro que ce soit le dernier clou sur son cercueil politique. Un coup fatal qui intervient une semaine après le retour de Laurent Gbagbo à Abidjan, lui qui pourrait rire de voir ses tombeurs s'entre-déchirer. La mort politique de Soro, question de Sidoya. Guillaume Soro et 19 proches étaient poursuivis pour tentative d'atteinte à l'autorité de l'État et complot, diffusion de fausses nouvelles et troubles à l'ordre public. C'est dire que Soro est définitivement écarté du jeu politique et donc politiquement mort, sauf s'il faut compter avec la réconciliation, analyse le journal. Un fabuleux destin en pointillé, la réconciliation avec, selon Aujourd'hui au Faso. Avec ce verdict, c'est l'épilogue d'un combat pour un homme dont le destin était tracé. Sauf que tout est toujours possible en politique. C'est tout pour ce 13h. Merci de votre fidélité à nos programmes. Nos confrères des langues nationales vous retrouvent tout à l'heure sous le coup de 14h. À demain.